All right, Victor Enriquez, mon ami, euh, ça fait du bien de te voir. Comment tu vas? Ça va super bien, très content de te voir, Georges. Puis merci de m'inviter à me joindre à toi aujourd'hui. C'est toujours un plaisir. Je pense que la dernière fois qu'on s'était vu, c'était comme dans un Renault dépôt à Candiac, une affaire de même. Des fois, je me perds sur la rive sud. Ouais, c'est exactement là, la dernière fois, Là, ouais. avant pandémie, comme on dit. Exact. Je suis content que tu es là parce que je voulais avoir un peu le côté analytique là, de la compagnie, de la campagne fédérale. Comme tu sais, j'ai amené plusieurs candidats de plusieurs partis, mais c'est un peu rafraîchissant un peu d'avoir l'autre optique, là, tu sais, l'optique de quelqu'un qui a l'expérience du côté analytique, comment on voit les choses, comment les choses ont progressé. Tu sais, il ne reste pas grand-chose là, dans la campagne, il reste peut-être moins de 2 semaines. Donc, on va faire un petit peu le tour. Avant qu'on aille là-bas, par exemple, je veux qu'on parle de toi. Nous, on s'est connus en politique il y a plusieurs années maintenant. Mhm. Comme moi, tu étais dans le backstage. Là. Toi, comment ça a commencé pour toi? Qu'est-ce qui t'a amené dans la politique et quand toute cette affaire-là a commencé? Je vais te raconter une anecdote parce que c'est très drôle. Moi, je suis tombé dans la politique un peu par hasard, hein. J'ai commencé, j'avais 15 ans. On est arrivé au Québec en 95, puis là, je te parle de l'élection de 97. Denis Coderre se présente contre Osvaldo Nunez. Moi, je suis d'origine chilienne. Osvaldo Nunez était le premier et seul député d'origine chilienne à l'époque à la Chambre des communes. Et Denis Coderre se présentait contre lui. Donc, on a approché ma mère pour qu'elle donne un coup de main à Denis à ce moment-là. Et moi, je m'en vais à un événement avec elle. Tu sais comment que c'est, hein, dans les événements, on veut avoir des gens. Donc, on me dit, OK, ben, viens-t'en parce on veut avoir une salle pleine. Donc, tu sais, c'est fait partie de la mobilisation. Je m'en vais m'asseoir là, puis j'écoute les discours, puis il y a comme un déclic. Il se passe quelque chose. Je me dis, ah, mon Dieu, ça me ressemble, j'aime ça, je trouve ça le fun. Et il y a un député qui a dit quelque chose qui m'a déplu. Puis, pour le protéger, je dirais pas ce qu'il avait dit, mais c'était pas très gentil par rapport aux origines de M. Nunez. Et ça m'avait OK. insulté, puis je suis allé le voir. En réalité, d'abord, je l'ai dit à ma mère, je dis, j'aime pas ce qu'il a dit. Puis elle m'a dit, ben, dis-moi-le pas à moi, va lui dire à lui. Et je suis allé lui dire, et finalement, il s'est excusé. Et lorsque c'est arrivé, il m'a regardé et il m'a dit, en passant, bravo de venir me le dire. Je trouve que c'est bien de ta part. J'avais 15 ans, je ne voyais pas vraiment où est-ce que je m'en allais. Et Denis m'a dit, hey, ça te tente de t'impliquer? Puis, tu sais, je me suis dit, pourquoi pas? Tu sais, je viens d'une famille super politisée. Mes parents sont en politique, ont fait de la politique longtemps. Mon père, dans la dictature, a lutté contre la dictature au Chili. Donc, tu sais, c'était très dans le sang, la politique. Alors, j'ai commencé de même, puis fait une coupe de bénévolat, accompagné Denis à l'époque à Radio Centre-Ville lorsqu'il y avait des débats en espagnol, je faisais de la traduction avec lui. Et commencé de même de fil en aiguille, implication au niveau jeune, vice-président à l'organisation, puis là, j'ai commencé à faire des campagnes, puis tu sais, le provincial est rentré, le municipal est rentré, puis c'est devenu la plus grande passion de ma vie. Tu sais. Moi, mes premiers jobs en politique, j'avais 18 ans, je travaillais pour Stéphane Dion. Après ça, j'ai travaillé pour Denis au ministère des Sports à l'époque. Puis après ça, c'était le provincial et tout ça. Puis tu sais, c'est devenu une énorme passion euh, qui est venue culminer un peu en 2007 lorsque, après l'élection du gouvernement minoritaire libéral de Jean Charest, ben, à ce moment-là, il y avait moins de place dans les cabinets. Donc, on m'a indiqué qu'il y avait plus de place pour moi dans les cabinets à cette époque-là. Puis c'est là que j'ai commencé à virer vers autre chose. Mais je te dirais que ça a été un 10 ans extraordinaire où j'ai vécu des trucs de fou. Là, tu sais comment que c'est, hein. Dans le backstage, on vit des belles choses. Ouais. Dis-moi un petit peu parce que je veux plugger un peu ta boîte de relations publiques que tu as créée. Ça fait déjà un bout, là. Alors moi, dans le fond, comme je te disais, en 2007, je quitte la politique. Je fais un peu de municipal parce que tu sais, la politique, c'est comme la drogue, hein, t'arrêtes jamais complètement au début. Il faut que tu sortes tranquillement. Donc, j'ai fait un peu de municipal. Puis après ça, je suis tombé en relations publiques. Euh, un peu par hasard aussi, hein. En 2008, à Montréal-Nord, moi, je viens de Montréal-Nord, puis Freddy Villanueva est mort dans les rues de Montréal-Nord. Ça a été une grosse histoire, une grosse émeute. Puis j'ai découvert les relations publiques là-dedans, mais j'ai donné un coup de main à ma mère qui a un organisme dans le coin. Et ça a été un vrai coup de foudre. Tu sais, dans la vie, c'est rare que tu trouves deux passions comme ça. Moi, ça a été la politique d'abord, puis les RP après. Et en 2011, j'ai commencé à travailler avec Steve Flanagan, qui était le porte-parole d'Hydro-Québec pendant le verglas, qui a été mon mentor dans le domaine. Je suis devenu associé en 2015, puis en 2018, 2017, on s'est séparés avant de se chicaner, comme on dit.
Puis moi, j'ai décidé de prendre mon bar puis d'aller plus dans le volet affaires publiques parce que, tu sais, j'avais toujours ce côté politique qui me plaisait beaucoup, mais avec TRP. Et j'ai fondé Public Stratégie et Conseil en 2018, début 2018. Ça fait 3 ans maintenant. Super belle équipe. J'ai beaucoup de plaisir. On a la chance d'avoir des super beaux clients dans le domaine énergétique, dans le domaine des transports, dans le milieu de la santé. Puis tu sais, dans le fond, ce qu'on fait, c'est ça. C'est qu'on aide les gens à mieux communiquer, on aide les gens à influencer des décisions de la bonne façon, d'une façon éthique. Alors, c'est devenu un peu mon deuxième bébé, puis je pense que ça va être le bébé à long terme, celui-là. Avant que peut-être un jour la politique me rappelle, on ne sait jamais, hein, tu sais, les rechutes, ça existe. Quand tu parles de santé, est-ce que vous étiez impliqué du tout durant la pandémie? Ça a été une grosse année, la pandémie. Entre autres, on travaille avec l'Ordre des dentistes du Québec. Puis, tu sais, on sait que les dentistes ont été très touchés. Ça a été un des premiers ordres, d'ailleurs, à fermer les cliniques dentaires. Au début, le 15 mars, on a annoncé la fermeture des cliniques dentaires dans les zones à risque. Le temps d'ajuster, de voir qu'est-ce qui allait se passer. Donc, tu sais, ça a été une grosse année. Ça a été une année, on a conseillé beaucoup de clients dans le domaine. En même temps, tu sais, c'était un peu une année d'inconnu, hein. On avait quelques organismes communautaires aussi qui vivaient beaucoup de choses. Alors, c'est une année difficile pour tout le monde, mais c'est une année où on a beaucoup appris. Puis moi, ce que je trouve le fun, puis je suis sûr que tu vas être d'accord avec moi, Georges, c'est que on a longtemps essayé d'expliquer aux gens autour de nous ce qu'on faisait dans la vie. Je suis sûr que tu dis la même chose que moi. Ma mère, elle comprend toujours pas. Alors, tu sais, cette année, c'est comme si tout d'un coup, tout le monde a compris l'importance de la chose publique, l'importance des décisions qui se prenaient au sein du gouvernement, l'importance de poser des questions au gouvernement, de challenger. Tout ça est devenu essentiel. Et ça, je trouve que c'est un moment extraordinaire. Espérons qu'on ne le revivra pas trop souvent parce qu'en même temps, il y a eu tout le backlash derrière ça. Mais c'est quelque chose qui a été assez challengeant et qui, d'une certaine façon, nous a permis de shiner dans un moment extrêmement difficile. Parlons un peu de la campagne. C'est sûr que tu suis les affaires, un passionné comme toi, tu ne peux pas t'en permettre d'éviter de suivre une campagne électorale. De toute façon, c'est toujours ton domaine, hein. Il faut que tu sois toujours là et présent. Peut-être que ce sera un autre gouvernement, donc il faut que tu suis toujours ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est moi, puis je l'ai dit aussi dans d'autres épisodes du podcast. Il paraît que, je ne sais pas si c'est juste pour moi, là, mais j'ai beaucoup moins d'intérêt cette fois-ci que dans les campagnes précédentes. Je ne sais pas si toi, tu ressens la même chose ou si c'est juste moi là, qui commence un peu à s'éloigner de la chose politique. Il y a peut-être un petit peu de ça, mais non, je pense que honnêtement, puis ça a été un des principaux enjeux de cette campagne-là. Le fait qu'on déclenche une campagne à ce moment-ci pouvait avoir une certaine logique dans une période estivale où est-ce que la pandémie s'était calmée, pour est-ce que, comme disait M. Trudeau, c'est sûr que les prochains mois vont être des mois très décisifs, hein. On va prendre des décisions beaucoup dans les gouvernements en général sur la relance. Mais je pense qu'un peu, comme tous les Québécois, tous les Canadiens, on a de la misère à comprendre pourquoi on est en élection en ce moment-ci. Et M. Trudeau a eu de la misère à nous l'expliquer. Je te dirais que ça a pris le deuxième débat en français, le 8 septembre, pour que moi, personnellement, j'entende une explication que je trouvais satisfaisante. Donc, quand il a dit « Voyez comment on chicane, il y a tellement de différences entre nous que je trouvais important que vous vous prononciez là-dessus. » J'aurais voulu entendre ça la première journée. Ça, c'est un des gros enjeux parce qu'à partir de là, si les gens comme toi puis moi qui sont intéressés par la chose se sentent moins captivés, imagine celui qui n'est pas intéressé par la chose ou qui est beaucoup, beaucoup moins intéressé par la chose et que ses priorités, c'est très, très loin. Il y a une campagne qui ne crée pas d'intérêt puis sur laquelle il n'y a pas l'impression de savoir pourquoi il doit se déplacer voter. Ouais. Puis, tu sais, on l'a ressenti. Je pense même que son équipe l'a vu, là, parce qu'on a vu de la première semaine, il est tombé de 18-19 points. Moi, Victor, regarde, tu as fait de la politique un peu plus que moi, environ le même temps, différentes périodes, là. J'ai jamais vu une campagne où le parti qui était en avant, premièrement, est devant de 18-20 points. Ça, c'est déjà rare. Mais de perdre cette avance-là et de la perdre dans une semaine. Ouais. Je l'ai jamais vu, moi, puis, I don't know, je sais pas si c'est normal, là, mais... De souvenirs personnels, je ne l'ai pas vu non plus, mais il faut dire que, tu sais, il y a eu
pour moi, il y a un élément qui a changé beaucoup de choses, c'est le résultat en Nouvelle-Écosse. Je ne sais pas si tu as suivi un peu cette campagne-là. Ouais. Les libéraux partent la campagne à plus de 50% de taux de satisfaction. C'est supposé être un walk in the park. Honnêtement, il n'y a pas d'enjeu. Mais encore une fois, campagne déclenchée volontairement par les libéraux en Nouvelle-Écosse. Le chef conservateur s'accroche là-dessus durant tout le début de la campagne. Et finalement, on se retrouve avec un gouvernement conservateur, minoritaire. Pourquoi? Parce que justement, les gens ont fait « Hey, attends une seconde, c'était pas le temps d'aller voter. J'étais pas prêt à ça. » Puis même si je suis satisfait de la façon que tu as géré la pandémie, je pense que pour l'après-pandémie, ben, tu sais quoi, je vais te donner un break. Tu sais, il y a des exemples très fréquents de gouvernements qui ne sont pas réélus après des crises, ou même pendant des crises. Pauline Marois, après l'acte mégantic, tout le monde s'entend pour dire que Pauline Marois a géré l'acte mégantic d'une main de Ah ouais. maître. Elle a été Ouais. extraordinaire. Mhm. Et pourtant, en 2014, elle perd le pouvoir. Philippe Couillard, après les attentats de Québec, encore une fois, gestion impeccable de la crise suivant les attentats, perd le pouvoir à nouveau. Moi, de souvenir personnel, le dernier qui a réussi à gagner une élection dans la crise, c'est Lucien Bouchard. 98, Lucien Bouchard, juste après la crise du verglas. Mais Lucien Bouchard avait géré la crise un peu à la François Legault. D'ailleurs, on retrouve beaucoup de points de ressemblance entre la gestion de crise de Lucien Bouchard d'un côté et celle de François Legault de l'autre. C'est pour ça aussi que je suis moins inquiet pour François Legault en vue de son élection de 2022. Mais revenons au fédéral. Si tu déclenches une élection en ce moment-ci, il faut que ta justification soit top-notch. Il faut que ta plateforme soit claire dès le début. Et je pense que là-dessus, tu l'as vécu, je l'ai vécu, entendre sa trèche dans le background. Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a quelque chose que je n'ai pas compris dans l'arrimage, parce qu'on a déclenché la campagne et la plateforme est arrivée presque 10 jours après. Ouais. Donc, on a perdu cette période-là. C'est le seul parti d'ailleurs. Et c'est ce qui est bon de l'avancée, je pense, des médias puis de l'Internet. Tout le monde est là-dessus maintenant. La première journée, presque toutes les partis avaient leur plateforme sur l'Internet. Ça se passait pas avant, ça. Non. Avant, c'était comme Justin l'a fait maintenant. On attendait 1, 2 semaines peut-être, puis là, la plateforme était publique. Mais là, tu vois les autres partis là, qui mettent leur plateforme. T'attends quoi exactement? Puis, ouais, tu as raison, c'est très possible que ça jouait là-dedans. Tu sais, moi, je suis un gars de communication. Hein, puis, quand la campagne a été déclenchée, je me disais, OK, là, on est en période calme. On savait que la quatrième vague s'en venait. Donc, on savait qu'à un moment donné ou à un autre, la campagne se ferait bumper dans les priorités médias. Même si une campagne, c'est extrêmement important. Tu l'as vu dans les dernières semaines, la quatrième vague est devenue aussi importante que la campagne. Mm-hmm. Donc, dans ce temps-là, tu sais que ta visibilité média va être moins grande. Si un média, dans un bulletin de nouvelles de 30 minutes, passe 12 minutes sur une campagne ou 17 minutes sur une campagne fédérale, avec la quatrième vague, il va en passer 8. Et tu vois, c'est là où j'ai pas compris le saupoudrage d'annonces de Justin Trudeau. Justin Trudeau nous est arrivé avec une annonce par jour, qui est la nouvelle méthode d'ailleurs. Sauf que on était dans la quatrième vague. Donc, les gens écoutaient l'annonce, mais écoutaient aussi le nombre de cas qui montaient, etc., etc. Et c'est là où est-ce que je pense, moi, personnellement, à posteriori, à ce moment-ci, Erin O'Toole, en lançant son plan pour le redressement du Canada, de façon très claire, dit « J'ai un plan ». C'est sûr que ça peut sonner comme une cassette, mais en même temps, c'est un message clé qui répète sans arrêt. Mm-hmm. Je pense que ça l'a beaucoup aidé. Et tu as raison, il y a un point super important. Les points perdus par les libéraux se sont faits avant même qu'il y ait un débat, qu'il y ait une prise de parole. Erin O'Toole avait un déficit de notoriété au début de la campagne qui a comblé comme ça. Et je m'attends à ce que les résultats du 20 septembre au soir soient très semblables à ceux de la Nouvelle-Écosse pour des raisons quasiment identiques. Moi, je vais dire une chose, là, puis je le dis à tout le monde, je l'ai même dit au podcast dans d'autres épisodes que je fais. Aussitôt que j'ai vu ce 18 points-là disparaître, j'ai dit, garde, ça va devenir sale. Ils vont aller trouver des choses qui font mal aux conservateurs. J'ai pensé à l'avortement, aux droits de la communauté LGBTQ. C'était pas nécessairement ça. Ils sont allés trouver quelque chose d'autre, les armes à feu. Ils les ramènent dans le débat. Il n'y avait même pas question d'armes à feu au début. C'était clair. Là. Le message, c'était, je veux un mandat clair pour gérer la post-pandémie. C'est ça. Ouais. C'est ça l'élection. Puis là, tout à coup, on parle d'armes à feu. Il y a Pablo Rodriguez qui sort, qui dit que Erin O'Toole est payé par le lobby des armes. Like, on est rendu où, là? C'est n'importe quoi. Quand tu as peur de perdre, tu paniques. Et tu perds ton plan de match. On l'a déjà vu, hein? On l'a déjà vu, nous autres, en politique aussi. Là, je veux dire, il y a eu des élections où est-ce qu'à l'époque, où est-ce qu'on était là, tu sais qu'il y a eu des mouvements de panique puis des conseillers en arrière qui n'étaient pas d'accord les uns avec les autres.
Moi, je pense qu'il y a en ce moment un clash au Parti libéral sur certains groupes d'influence auprès du PM. Euh, et tu le sais, hein, avant de pouvoir gagner une élection pour un parti d'opposition, il faut imposer le fait que le gouvernement doit partir. Exact, ouais. Et en déclenchant cette élection-là à l'aube d'une quatrième vague, je pense que les libéraux ont donné une raison aux Canadiens de voter contre eux. Si j'ai à prédire à ce moment-ci, moi, je prédis un gouvernement conservateur minoritaire. Peut-être que je me trompe. Hein, tu le sais, dans ce game-là, c'est comme quand on prédit la finale du Super Bowl. Ça peut tout changer jusqu'à la dernière seconde. Mais tu l'as dit, les 18 points perdus, les changements de thème. Tu sais, les armes à feu, c'est super important. Puis ce qu'on vit au Québec, on le sait, là, c'est Toronto, c'est Vancouver, c'est des fusillades sans arrêt. Mais au bout de la ligne, les armes de poing, ça va être aux provinces et aux municipalités d'intervenir parce que le fédéral ne peut pas intervenir coast to coast là-dessus de la même façon qu'ils l'ont fait pour les armes d'assaut. Donc, est-ce que c'est un vrai débat? Moi, je pense que c'est un faux débat. Il y a un débat de sécurité là-dedans où est-ce que le fédéral a peut-être pas de mot à dire. C'est plus une question de province aussi. Donc, j'ai trouvé que ce débat-là était un peu inutile. Sur l'environnement, j'aurais aimé voir plus d'attaques sur l'environnement. Une fois que la pandémie va être terminée, espérons qu'elle sera un jour, la lutte au changement climatique, c'est la priorité des moins de 60 ans. Puis je te dirais même que pour les plus de 60 ans, c'est aussi important. J'aurais aimé entendre parler plus de santé. Donc, il y a plein de sujets qui sont passés dans le beurre un peu. Puis je pense que tout ça est issu du fait que il semblerait qu'on est parti sur la campagne du côté des libéraux de façon un peu bancale, puis du côté des autres partis, ben, c'est normal, on est pris un peu de cours, donc on se retrouve que ça prend plus de temps de développer la plateforme et d'arriver. C'est intéressant que tu mentionnes la juridiction provinciale sur les armes de poing parce que moi, je regarde les annonces qu'a fait Justin Trudeau versus les autres partis. Puis la plupart, je ne dis pas, c'est pas toutes là, mais une grande partie de ces annonces touchent strictement les juridictions. Puis là, on est au Québec, donc on parle juste de juridiction provinciale. Tu sais, comment tu vas faire pour engager des médecins? Comment tu vas faire pour engager du personnel dans les résidences de personnes âgées? Comment tu vas t'assurer qu'ils vont faire le 25 par heure que tu veux? Tu sais, le 6 milliards, là, un chèque en blanc à M. Legault à Québec pour gérer les garderies, c'est bien. Mais quand c'est sans condition, puis tu n'as pas de garantie que l'argent ira dans les garderies, puis c'est ce qu'on voit maintenant au Québec, là, la pression monte. Euh, Puis on voit une vague de parlementaires à l'Assemblée nationale, incluant le premier ministre, puis les chefs de l'opposition, qui se demandent qu'est-ce que tu fais? Comment tu peux faire des promesses comme ça vides alors que tu sais que tu ne pourras jamais livrer sur ces promesses-là, à moins qu'il y a une entente, une collaboration au provincial que tu peux encore là pas garantir. Ben, tu sais, c'est un des enjeux importants à ce moment-ci, c'est que c'est très philosophique, hein? C'est pas nouveau que les libéraux sont plus centralisateurs, les conservateurs sont plus décentralisateurs. Je veux dire, ça a été depuis toujours, tu sais, puis on retourne aux années Mulroney, on retourne à Jean Chrétien, Turner et compagnie. Ça a toujours été très, très clair. Je te dirais que du côté de Justin Trudeau, ce que je vois peut-être comme différence, c'est oui, comme tu dis sur les pubs, on a beaucoup cherché à bouncer sur les sujets de la pandémie, qui sont des sujets de gestion provinciale. N'oublions pas que la pandémie est gérée principalement par les provinces, parce que la gestion de la santé publique, elle est provinciale. Donc, si tu veux faire une élection sur la pandémie, ben, dis-toi une chose, soit tu fais une élection sur les investissements en PCU, en subvention salariale, puis en aide aux entreprises, soit tu es obligé d'aller rebondir sur des sujets provinciaux. Je pense qu'on a été un peu poigné là-dedans du côté des libéraux. Tu sais, c'est facile aujourd'hui de le dire parce qu'on est rendu à 15 jours après le début de l'élection, puis on voit très bien qu'il y a une tendance pour les libéraux à baisser dans les intentions de vote. Mais je pense que c'est un peu cet amalgame-là, la situation de la pandémie, la situation des provinces, le déclenchement d'une élection alors qu'on avait négocié une entente avec le Québec sur les garderies, mais qu'on devait négocier avec les autres provinces. Il y a beaucoup de choses qui sont tombées sur le chemin de Justin Trudeau qui étaient un peu imprévues. Mais tu sais, le fédéral, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant pour monsieur, madame, tout le monde. Si on vote sur ce qui nous arrive à tous les jours, là, C'est le provincial. c'est le provincial qui nous affecte. Tu sais, le fédéral, c'est l'armée, c'est les impôts, c'est la diplomatie étrangère. D'ailleurs, on a très, très, très peu parlé de politique internationale dans cette campagne-là. On a parlé, oui, de l'Afghanistan, mais tu sais, étant un passionné de la chose, j'aurais peut-être aimé un peu plus en entendre parler, là, entre autres sur la question de la place du Canada au Conseil de sécurité de l'ONU, puis à l'ONU en général.
Et tu sais, ça, c'est des sujets fédéraux. Est-ce que monsieur, madame, tout le monde, en quatrième vague de pandémie, sont passionnés par ça? Je pense pas. Non. Mais une chose par laquelle je sais que les gens sont préoccupés, puis on entend très peu parler aussi, c'est l'économie. Ouais. Tu sais, et puis, ça m'étonne, Victor, de voir. Correct, en 2015, là, c'était une autre élection, c'était le début. Là, tu sais. On arrive en 2019, déjà, il y avait une promesse brisée sur l'économie. Tu sais, on parlait d'équilibrer le budget, de faire des déficits modestes. En 2019, là, on arrive déjà avec presque 80 milliards de déficit. Là. Puis, depuis, ben là, on comprend, là, il y a la pandémie qui est arrivée. On a l'inflation qui monte à près de 4 Puis, on évite ces questions-là. Je ne comprends pas. Évidemment, moi, je pense que Justin Trudeau est devenu un maître à éviter ces questions-là. Là. Il ne veut pas parler d'économie. Depuis 2019, au Parti libéral du Canada, on a de la misère à donner un plan sur l'équilibre, sur le déficit zéro. On n'a pas d'indication, on n'a même pas de projection, on n'a rien, on n'a pas de date, on n'a pas d'année, on n'a rien. Puis, je ne sais pas pourquoi qu'on parle si peu de ça. Tu sais, je pense que du côté des libéraux, tu sais, en termes de com, là, en termes d'image de partis politiques, les libéraux sont arrivés à l'élection de 2015 avec un Bill Morneau reconnu sur Bay Street comme étant une des vedettes dans le domaine économique, quelqu'un de crédible nommé aux finances. Là, on perd Bill Morneau. Chrystia Freeland est une excellente parlementaire, une ministre très efficace, mais elle n'a pas la notoriété économique d'un Bill Morneau. C'est pas pour rien que les libéraux ont cherché à aller convaincre M. Carney, l'ancien gouverneur de la Banque du Canada. On cherchait à convaincre Carlos Leitao de se présenter avec eux à plusieurs reprises, l'ancien ministre des Finances du Québec, parce que ça prend cette caution économique. Mais je te dirais qu'elle n'est pas là du côté des libéraux, mais peut-être pas là du côté des conservateurs non plus. Je ne vois pas cette élection-ci, puis je ne sais pas si je me trompe, tu me diras si tu observes la même chose que moi. Je ne vois pas de grosses vedettes économiques dans les deux principaux partis pouvant aspirer au pouvoir. D'habitude, on a toujours une personne que tu te dis, hey, c'est le prochain ministre des Finances. Ouais, là, je ne suis pas sûr que je le vois nécessairement. Même si Chrystia Freeland, si les libéraux sont réélus, devrait rester à son poste. Mais je ne vois pas d'autres personnes faire un gros incontournable. OK, c'est lui, l'homme ou la femme de la bourse. Je le vois moins. Il y a plusieurs candidats avec des très belles expériences économiques, mais il n'y a rien qui ressort plus que les autres, je trouve. Et puis ça amène les partis à moins parler d'économie parce que souvent, quand tu vas parler d'économie, c'est un sujet qui est très important pour le grand public, mais qui en même temps est super technique, super précis. Je me souviens, on a fait des campagnes ensemble. À l'époque, que ce soit Yves Séguin, que ce soit Raymond Bachand, que ce soit tous ces ministres-là avaient des visions économiques très claires. Tu étais capable d'expliquer la façon, même Éric Girard en ce moment, ancien économiste en chef de la Banque nationale du Canada, un homme brillant, tu sais, qui connaît ses chiffres. Et quand il parle de chiffres, ben, ce n'est pas le chef qui parle de chiffres, c'est lui qui parle de chiffres. Moi, je n'ai pas vu de point de presse cette année-ci avec le spécialiste en économie qui vient nous parler des chiffres d'aucun des deux côtés. Et tu as raison, je pense que ça manque à la campagne. Puis je trouve qu'au bout de la ligne, ben, c'est toutes ces petites choses-là, quand tu parlais du 18 points perdus en début de campagne, c'est toutes ces petites choses-là qui auraient permis aux libéraux d'arrêter l'hémorragie ou qui permettraient à ce moment-ci aux conservateurs de prendre une vague. Mm-hmm. Parce que de l'autre côté, il n'y a pas de vague conservatrice non plus. On est à égalité, on est stallé là, 50% des gens ne savent pas pour qui voter. Alors oui, on peut faire des prédictions, mais on n'a jamais été aussi indécis sur la façon qu'on allait voter à 10 jours d'une élection. Moi, je pense que le premier débat a peut-être sauvé le navire là, de couler. Justin a fait, je pense, une bonne job durant le premier débat. Et moi, comme toi, tu ne regardes pas nécessairement les résultats, tu regardes les tendances. Puis quand tu vois les libéraux tomber de 18 points dans une semaine, puis les conservateurs, après quelques jours, je pense dans la deuxième semaine, à la moitié de la semaine, là, il avait déjà dépassé les libéraux. Je dis, regarde, c'est ça, là. Il y a une tendance vers le haut pour les conservateurs, une tendance vers le bas pour les libéraux. C'est fini pour Justin. Il y avait même des analystes qui prédisaient une majorité pour les conservateurs. Le premier débat arrive, puis s'il y a une chose que Justin a faite, c'est qu'il a sauvé les meubles. Au moins, il a stabilisé ces tendances-là. Donc, les libéraux, ils coulent plus, et puis les conservateurs, ils montent plus. Mais les débats cette année, Victor, même ça, j'ai trouvé ça vraiment plate. Le seul que j'ai aimé, franchement, le seul format, c'était le premier, c'était Radio-Canada, c'était le face-à-face juste avec les journalistes.
Il n'y avait pas de débat. J'ai adoré ce format-là. Je pense qu'il devrait continuer. C'est des questions vraiment comme bam, bam, bam avec les candidats seulement, 3 journalistes top-notch. Et c'est des questions en rafale. Puis j'ai beaucoup aimé ce format-là. Je suis exactement à la même place que toi. J'allais dire justement, Justin Trudeau a commencé à arrêter l'hémorragie à cet événement-là. Première rencontre face à face avec les chefs, 3 journalistes expérimentés, Patrice Roy, Céline Galipeau. Puis je m'excuse pour la troisième personne Anne-Marie Dussault. Et là, il arrive et on est habitué à Justin Trudeau, qui on dit est un pro de la cassette. Hein? On a toujours critiqué Justin Trudeau pour être un homme de répétition de messages. Moi, la cassette, j'ai toujours dit que ça dérange les journalistes et ceux qui écoutent toutes les interventions politiques. Exact. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, ben, c'est un message clé qui est répété le plus souvent possible. Et souvent, c'est une très bonne chose d'ailleurs, puis je t'en parlerai après. Mais Justin Trudeau, à ce moment-là, est arrivé avec des réponses super claires. On a vu le Justin Trudeau qu'on connaît ceux qui sont à l'arrière. Les gens en background vont tous te dire une chose. Justin Trudeau connaît ses dossiers. Justin Trudeau est un gars de contenu. Justin Trudeau est capable de parler de contenu. Ça, les gens backstage vont tous te dire ça. Mais souvent, quand on le voyait face à la caméra, on voyait un gars on voyait pas ça. Et là, on a commencé à voir ça. Et ça l'a beaucoup aidé parce que Erin O'Toole est arrivé, lui, avec une cassette. J'ai un plan pour le Canada, j'ai un contrat pour les Québécois. Et Justin Trudeau est arrivé avec beaucoup de réponses. Capable de puncher, ça allait super bien. Je pense que ça l'a beaucoup préparé au face-à-face de TVA après. Ou est-ce qu'encore une fois, limiter les dégâts, le débat avec Yves-François Blanchette. Yves-François Blanchette semblait s'être fait piquer sur la question du BAP. Alors, tu sais, il arrivait à puncher pour un gars qui est en défense de bilan. Là. Il punchait très, très bien. Il est arrivé au deuxième débat en français. Dans le deuxième débat en français, moi, je pense qu'il a manqué 2-3 opportunités. Il y a eu Erin O'Toole dans les câbles, mais il ne l'a jamais mis KO. Ces opportunités-là manquées peuvent faire mal, mais encore une fois, c'était lui qui était sur le devant de la scène, son énergie était bonne, et tu voyais un Justin Trudeau qui semblait être... Il n'avait pas l'air d'un gars qui avait perdu 18 points en début de campagne. Ouais. Il avait l'air d'un gars qui était dans une belle zone, capable de répondre aux questions puis de puncher. Je te dirais que le débat en anglais, pour moi, c'est là où j'ai hâte de voir la tendance des chiffres dans les prochains jours, parce que j'ai senti que les attaques étaient beaucoup plus fortes sur Justin Trudeau dans le débat en anglais. Erin O'Toole était extrêmement à l'aise. Et là, tu vois la différence de langue. J'ai vu Erin O'Toole souriant. J'ai vu Erin O'Toole sans hésitation dans ses réponses. Oui, il peut être coincé sur certaines choses, mais tu sais, le Canada est un grand pays avec beaucoup de différences. Hein? Alors, tu sais, en communication, on dit souvent, il faut que tu regardes à qui tu parles. Dans le cas d'Erin O'Toole, dans un débat en anglais, il parle cause to cause de même. C'est difficile d'être clair sur tout. Donc, je en tenais moins rigueur, mais je te dirais que c'est peut-être le débat en anglais où j'ai senti Justin Trudeau arriver à une certaine limite. Il topait au maximum. Il a essayé. Bon, on lui a ramené Jody Wilson-Raybould assez souvent aussi. Donc, tu sais, c'est une élection particulière parce que Justin Trudeau fait probablement sa meilleure campagne depuis ses débuts comme chef du Parti libéral du Canada, mais ça semble ne pas être assez. Et ça va nous amener beaucoup à réfléchir sur les équipes autour des chefs pour les prochaines élections qui ont un peu perdu de l'importance depuis quelques années. Oui, c'est un bon point, mais moi aussi, je suis d'accord avec toi. Je vois un Justin Trudeau qui est complètement différent de 2015 et de 2019. Je suis d'accord avec toi que c'est un gars qui paraît beaucoup plus préparé, beaucoup mieux briefé, connaît ses affaires, il parle avec une aisance. Puis au moins, je parlais avec des amis, puis ils me disent « Ah, man, c'est O'Toole là, j'ai le plan, c'est pourquoi on a un plan. » Et j'ai dit, regarde, c'est normal dans une campagne, comme tu as dit, la cassette est importante, mais Justin Trudeau, au moins pour eux, dans leurs yeux à eux, c'est, regarde, OK, l'autre gars, la seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a un plan, mais au moins Justin Trudeau, il explique, il élabore, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ceci, on va faire cela. Et puis, je pense que les débats en français, c'était un winner, là, il a sauvé les meubles. Hier, le débat en anglais, je m'attendais à ça parce que je voyais Erin O'Toole, il y avait cette tendance-là qui montait, puis dans ma tête, je me disais, oh my God, don't screw up. Le débat en français, c'est pas ta langue, joue ça safe, keep your composure, sors de là correctement, donne tes messages. Moi, j'étais comme pro-cassette à 100% parce qu'on vient de là. J'ai dit,
stick to the plan, tu sais. Puis c'est ça qu'il a fait, mais pour les autres, ils ont vu quelqu'un qui était comme plate, il disait pas grand-chose, mais je m'attendais au débat en anglais pour voir la différence, puis je l'ai vu. Ouais. La différence était flagrante. C'est sûr que la langue joue un grand rôle là-dedans, mais je pense qu'il s'est démontré beaucoup, Aaron O'Toole, ça l'a aidé beaucoup ce débat-là. Puis je ne sais pas si c'est le fruit du hasard, mais le fait que le débat en anglais était le dernier aussi, je pense que ça va jouer grand dans la prochaine. Et qui est aussi proche du vote anticipé. Hein? Parce que, tu sais, avec la question de la COVID, c'est sûr qu'on va étirer la période de vote. Hein? On a 3 jours de vote anticipé qui commencent le 10, 11, 12 septembre. Et après ça, on vote le 20. Donc, tu sais, je m'attends à ce que le vote anticipé soit très, très couru parce que les gens vont avoir 3 jours pour se déplacer. Mais je suis d'accord avec toi. Et tu sais, ça m'amène à un sujet que moi, ça me passionne. Tu le sais, la com dans la politique, j'adore ça. On parle tous de cassettes. On critique tous la cassette parce que nous autres, on écoute les discours constamment. Tu sais. Erin O'Toole, quand il parle de son plan et de son contrat avec les Québécois, moi, ce que je trouve qu'il a réussi à faire, qui est une performance assez extraordinaire, c'est un gars qu'on ne connaissait pas. On ne le connaît toujours pas plus, d'ailleurs. Hein. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui sont capables de me dire d'où vient Erin O'Toole, combien d'enfants a Erin O'Toole, quel est le nom de la femme d'Erin O'Toole. Tu sais. Alors, dans le cas de Justin Trudeau, on sait qu'il est marié avec Sophie. C'était l'image à 100%. C'était l'image à 100%. Et là, Erin O'Toole n'en avait pas d'image. Et on se retrouve avec un gars qui, non seulement aujourd'hui, tout le monde connaît son nom, on ne le connaît pas plus, mais on sait c'est qui. Mais tout le monde sait qu'il y a un plan pour le Canada. Tout le monde sait qu'il veut respecter les champs de compétences des provinces. Puis tout le monde sait qu'il veut signer un contrat avec les Québécois. Et déjà là, pour quelqu'un qui avait son degré de notoriété, il est arrivé à poser un message qui est super clair. Que tu aimes le message ou pas, c'est plus ça l'important. Mais si tu te demandes pourquoi tu votes pour Erin O'Toole ou qu'est-ce qu'a dit Erin O'Toole, c'est super clair ce qu'il a dit. Ouais. Et ça, je trouve que c'est une grande force. Puis on parle de cassettes, mais en même temps, Justin Trudeau n'a jamais eu aussi peu de cassettes qu'à cette élection-ci. Ouais. Puis moi qui suis l'élection, je ne suis pas capable de donner le message aussi clair. Je peux te dire qu'il voulait une élection pour redresser le Canada puis pour donner la chance aux gens de se prononcer. J'ai pas l'impression de savoir clairement c'est quoi la valeur ou la vision derrière cette relance. Puis oui, je peux te parler de certaines choses qu'il a annoncées, certaines politiques qu'il a faites, mais je peux surtout te dire qu'il va continuer à dépenser. Mais j'ai pas l'impression que j'ai eu dans sa bouche des messages aussi clairs que ceux d'Erin O'Toole. Et ça, je pense qu'au bout de la ligne, on va peut-être se dire que ça nuit de ne pas avoir une cassette prête à partir. Tu sais, ça ne veut pas dire que tu es obligé de juste donner la cassette, mais il faut quand même quelque part que tu aies des messages clés très forts. Et ça, là-dessus, je pense que Justin Trudeau on l'a peut-être trop sorti de sa zone habituelle, sa zone de confort. Alors, tu sais, c'était risqué. Je pense que ça l'a fait très bien paraître. J'ai hâte de voir le résultat. Parce que si on se retrouve avec un premier ministre qui perd son élection à ce moment-ci et qu'il gagne en 2015 avec une cassette ultra claire, il gagne en 2019 minoritaire avec une autre cassette, puis il perd en 2021, pas de cassette, moi, je vais finir par me poser la question, ça prenait-tu une cassette? Oui, c'est ça. Très rapidement, Victor, parce que n'oublie pas aussi que, puis ça, c'est rare de voir les premiers ministres des provinces s'ingérer dans les élections. On a vu au début de la semaine, il y a quelques jours, M. Legault qui est sorti dire, regarde, le Parti libéral, NDP, les Verts, ils vont nuire au Québec. C'est comme s'il dit, garde, votez conservateur. On comprend, le gars, il a tout donné à Québec, là, avec son contrat pour les Québécois. Il donne tout, de A à Z. Qu'est-ce que vous voulez, prenez-le. Donc, on peut comprendre que pour M. Legault, gars, moi, je veux ce que le gars me donne. Mais c'est rare de le voir quand même. Là, mais actually, je pense qu'en 2019, il a fait la même chose. Ouais. Il a appuyé le conservateur, puis c'est les libéraux qui ont gagné, puis tout le monde sortit de dire, regarde, t'as mangé une claque. Là, And he goes back. And he do it again. Oui, je suis d'accord avec toi. En même temps, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en Alberta. Je vais te donner un exemple. Jason Kenney s'est jamais caché pour dire qu'il préférait un gouvernement conservateur. Moi, je te dirais qu'au Québec, c'est très rare. C'est très rare de voir ça. Même Robert Bourassa, après l'échec de la CNIL, ne s'était pas permis de dire aux gens ce qu'ils préféraient comme vote de leur part. Mais moi, je te dirais que plus ce qui m'inquiète, si j'étais à la place de François Legault, ce qui m'inquiéterait, c'est plus l'interne. Puis je vais te dire pourquoi. La coalition Avenir Québec s'est faite connaître comme une coalition.
où est-ce qu'on disait il y a des fédéralistes puis des souverainistes. C'est une des grandes forces de cette coalition-là. Et la batch de fédéralistes, c'était beaucoup de gens qui venaient du Parti libéral du Canada. Mm-hmm. Beaucoup de gens venaient du PLC, ne se retrouvaient plus dans le Parti libéral du Québec et ont décidé de donner une chance à François Legault et cette coalition-là. Mais à partir du moment où ta base fédéraliste vient du Parti libéral du Canada, comment est-ce qu'elle va réagir alors que toi, dans 2 élections fédérales back-à-back, tu donnes ton appui aux conservateurs? Ouais. Et ça, en vue d'une élection au Québec en 2022, je pense que c'est là le pari le plus risqué de François Legault. Parce que, tu sais, le pari comme premier ministre du Québec, s'il y a une auto est élu, il est attaché. Comme tu dis, le contrat est clair, il est attaché, le Québec va recevoir l'argent sans droit de regard, sans reddition de compte, on est correct. Si Justin Trudeau est réélu, il sera minoritaire. Donc, à la base, pour François Legault, c'est un no-risk. Mm-hmm. Ouais. Justin Trudeau a plus besoin de François Legault que François Legault a besoin de Justin Trudeau. Donc, à la base, il n'y a pas de risque pour lui comme premier ministre à aller dire ça. Et François Legault est bien vu par les Québécois parce qu'il dit ce qu'il pense. Il ne dit pas « Ah, vous savez, comme premier ministre, je ne peux pas m'agérer dans les affaires fédérales ». Ce qui aurait été la ligne de com habituelle de n'importe quel chef d'État. Lui, il dit « Non, moi, je pense que, voici pourquoi je pense que, puis that's it ». Puis, dans le fond, je veux juste dire aux Québécois qu'on va être mieux servis. Nous, on va être mieux servis par un gouvernement conservateur. C'est assez insolite, mais il peut se le permettre comme chef d'État parce que les gens l'aiment comme ça. Moi, c'est plus comme chef de parti à l'interne que je me pose la question de l'effet que ça va avoir sur la frange fédéraliste de François Legault, dont plusieurs viennent du PLC. Oui, on sait qu'il y a beaucoup de conservateurs dans le groupe de François Legault. D'ailleurs, on l'a vu dans l'équipe de transition. Il y avait beaucoup de gens ici du PCC. Mais il y a peut-être eu là un changement qui nous amène à ce genre de positionnement-là. Puis dans le cas de François Legault, il faut faire attention parce que lui aussi, en 2022, va être confronté à une élection post-pandémie. Ça fait 2 ans que toutes les lumières sont sur lui. Il y a une visibilité que personne n'a jamais eue. Les oppositions sont, pour le moins dire, inexistantes. Mais c'est le genre de move que je trouve très, très risqué. En même temps, il marche sur l'eau, François Legault, en ce moment. Donc, c'est un des chefs qui peut se le permettre. Ouais. Parlons rapidement du Bloc québécois. Premièrement, un revirement fou là, en 2019. Il n'y a personne qui s'attendait que ce parti-là n'allait pas disparaître de la carte électorale. Mais en même temps, c'est Yves-François Blanchet. Nous, on l'a connu à Québec. C'est un adversaire redoutable, un politicien vraiment, vraiment de taille. Il joue une game vraiment intelligente, là, Yves-François Blanchet, avec le Bloc québécois. Tu penses-tu qu'il va demeurer là-bas? Penses-tu que les conservateurs vont pouvoir pénétrer dans certaines de ces comtés, dans les régions autour de Québec? Je pense pas. Je pense pas, puis je vais même aller plus loin. Le débat en anglais a été, selon moi, va être l'élément qui va permettre à Yves-François Blanchet de solidifier son vote. Il a été bon. Hein? Moi, j'ai vu son anglais, il s'est amélioré vraiment exponentiellement. Là. He wasn't bad. Non, it was very good. Et moi, ce que j'ai trouvé, tu sais, la question, ça, parce que c'est ça l'élément qui est ressorti le plus, selon moi, pour les Québécois du débat en anglais, c'est le moment où on pose la question à François Blanchet en disant pourquoi vous appuyez des lois discriminatoires comme la loi 2196. Et là-dessus, François Blanchet a sauté en disant attendez, c'est pas des lois discriminatoires, c'est des lois tout à fait justifiées pour nous. Et lorsque on attaque le Bloc québécois sur la question identitaire, il va falloir qu'à un moment donné, au Canada anglais, on comprenne qu'on n'a rien à gagner là-dedans. Ouais. Ils lui ont ouvert une porte à jouer sa game, qui est la game de dire, puis d'ailleurs, j'ai adoré sa phrase parce qu'il est très bon dans les punchlines, hein? Vraiment une force extraordinaire là-dessus. Il a dit, hier, c'était un débat au Québec, aujourd'hui, c'est un débat au Canada. Et ça, j'ai trouvé ça délicieux. C'est un homme brillant, bonne image, le punchline excellent, la capacité de répondre est vraiment bonne, son anglais s'est amélioré et je pense qu'il va, c'est lui qui a fait renaître le Bloc de ses cendres et je pense qu'il va solidifier le Bloc à long terme. Oui, pour les conservateurs, ça devient un enjeu parce que c'est sûr que tu le sais, hein, historiquement, quand le Bloc est fort, les conservateurs sont un peu limités à un maximum de 14-15 comtés environ. Mais ce que les conservateurs veulent, c'est que le Bloc commence à gruger dans le vote libéral. Et ça aide beaucoup les conservateurs aussi. Parce que tu connais un peu la mécanique des élections, puis je le résume un peu de cette façon-là. Pour que les conservateurs prennent le pouvoir, majoritaire ou minoritaire, là, ils ont besoin de maximiser dans l'Ouest. Ça, c'est fait.
d'avoir des résultats intéressants en BC. Ça, je pense que les chiffres nous donnent une égalité presque entre les partis. Donc, ça va. Le NPD est un peu d'avance, mais ça peut encore bouger. Et il faut que l'Ontario soit fort. Au Québec, les conservateurs ont besoin de rester dans la zone du 15 comté. S'ils descendent en bas de 10, ça les met en danger. Mais s'ils restent dans cette zone-là, ils n'ont pas besoin du Québec à 50 comtés, les conservateurs, pour gagner l'élection. Alors que les libéraux, ils ont besoin du Québec à égalité avec le bloc minimum. C'est la grosse différence. Mais cette fois-ci aussi, pour les conservateurs, il y a un gros gain qui est potentiel dans les maritimes. Et ça, c'est l'autre chose, c'est que j'allais compléter en disant, tu sais, les libéraux, pour gagner une élection, ont besoin des maritimes, de faire le plein dans les maritimes. Les libéraux ne gagnent pas d'élection s'ils n'ont pas la forte majorité des comtés des maritimes. Et à ce moment-ci, c'est pas ce qu'ils veulent. C'est tous des gouvernements conservateurs, je pense, au provincial, right? Sauf Terre-Neuve, whatever. Je pense qu'on vient de tomber là-dedans. C'est ça, je me souviens pas de Terre-Neuve, ça va tellement vite. On a tellement eu d'élections dans les dernières années que j'étais un peu perdu là-dedans. Mais oui, puis la Nouvelle-Écosse est devenue conservateur. Oui, moi, je pense que les maritimes vont jouer un grand rôle. Puis, tu sais, on dit que ce ne sera pas un gouvernement majoritaire. Moi, j'inviterais tout le monde à faire attention, par exemple, sur ça, sur cette prédiction-là. Parce que, tu sais, une vague, là, c'est 1 point par jour. C'est ça, une vague en politique. Alors, tu sais, tu regardes Jean Charest 2003, là, après le débat, c'est 1 point par jour, passe au pouvoir. Les vagues, même Justin Trudeau, quand il est passé de 3e à 1er, ça a été à peu près ça, 1 point par jour qu'il gagnait. Puis là, il reste 10 jours. Si Erin O'Toole prend 10 points, là, on n'est plus dans une zone minoritaire. S'il fait le plein au maritime, c'est la répartition. Erin O'Toole, ce qu'il doit avoir dans les sondages, c'est qu'on s'en fout qu'il soit 90% en Alberta, au Manitoba et en Saskatchewan. Ce qu'il a besoin, c'est de monter à 35 à 40% en Ontario, au Québec puis dans les maritimes. S'il fait ça, il est en zone majoritaire. Donc, tu sais, l'élection est loin d'être finie à ce moment-ci parce que c'est des mathématiques, une élection. Puis, tu sais, un taux de participation en bas de 60%, ça peut changer la donne. Donc, tu sais, il y a tout ça qui va rentrer en ligne de compte. Mais pour revenir au Bloc québécois, Georges, moi, je pense qu'on a tellement tué le Bloc québécois, souvent. On a tellement... Tu sais, en ce moment, on a tendance à tuer le Parti québécois aussi. Il faut faire attention, ces partis-là régionaux, ces partis-là qui sont capables de parler à un public cible très précis, moi, je pense que ça a sa place. Puis je m'attends à ce que si les conservateurs ne gagnent pas cette élection, attends-toi à voir quelque chose semblable au Bloc québécois apparaître dans l'Ouest avec beaucoup de force. Il y en a déjà eu, il y a déjà des partis régionaux comme ça. Il y a un parti comme ça, le Maverick, là, qui a été formé, ouais. Mais je m'attends à les voir monter si les conservateurs ne passent pas. Parce que, comme je te disais, le Canada est un grand pays avec beaucoup, beaucoup de différences. Là. Alors, tu sais, François Blanchette, lui, il parle juste aux Québécois. It's a lot easier. Ben oui. Victor, je vais te laisser retourner au travail. J'apprécie énormément ton temps. Ça fait du bien de te voir, mon ami. Moi aussi, je suis bien content. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours le fun de venir partager avec les gens. Puis prends soin de toi, Georges. Bien hâte de te revoir en personne. Là, quand la pandémie va nous permettre de faire un podcast live, là, ça va faire du bien. Prendre un petit café ensemble. 100%. All right, buddy. Take care. Merci beaucoup. Ciao.